Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 13 de Atkins le Plus, le premier podcast francophone 100% dédié à la star d'action Scott Adkins. Sans plus attendre, je vous propose de nous envoler à présent vers l'Asie et plus précisément le Vietnam pour rejoindre un réalisateur qui, depuis le troisième épisode, est chaudement installé à la toute dernière place de notre classement. Vous l'avez probablement déjà reconnu, il est temps de parler à nouveau de ma némésis, du cascadeur-réalisateur britannique Jesse V. Johnson pour sa seconde collaboration avec Scott pour le bien nommé Savage Dog. There's a tale told somewhere south of Burma. The tale tells of a man, not a hero or a villain either. You owe me now. Don't you dare presume to forget that. A man who, when pushed far enough, retaliated. A man who took on an army and spilled a river of blood. Pour ces retrouvailles en bonne et due forme, Adkins et Johnson se donnent donc rendez-vous au début de l'été 2016 au Vietnam pour 16 jours de tournage intense dans des conditions climatiques difficiles et avec une équipe qui se renouvelle quasiment intégralement à la fin de la première semaine de tournage pour partir travailler sur des projets plus importants. C'est vous dire tous les regards portés à ce film à tout petit budget, encore une fois, mais qui de par ses ventes de DVD et ses diffusions sur les plateformes ou les chaînes câblées va largement rentrer dans ses frais et même offrir l'opportunité à son réalisateur d'avoir accès à des budgets plus importants. Pour le pire ou pour le meilleur, c'est ce que nous verrons dans de futurs épisodes. En attendant, je vous propose de passer à l'analyse du scénario de ce chien sauvage. Né de sa frustration d'avoir vu son Pit Fighter complètement remanié par ses producteurs, c'est Jesse V. Johnson lui-même qui imagine une nouvelle itération de son univers de combat clandestin dans Des Fosses. Cherchant à donner un peu d'originalité à son concept, il imagine plusieurs lieux ou époques où pourrait se dérouler son histoire, notamment le Mexique et la Colombie, et opte finalement pour le Vietnam de la fin des années 50, post-guerre d'Indochine donc. Il s'inspire pour cela d'un livre de George Robert Elford, La guerre du diable et SS en Indochine, et en tire son histoire d'anciens criminels de guerre vietnamiens et européens, dont un ancien nazi dirigeant un camp de travail au sein duquel se trouve un prisonnier irlandais, Martin Tillman, devenu vache à lait d'un réseau de paris sur des combats à main nue, si possible dans la boue. Libéré mais n'étant pas le bienvenu dans son pays, Tillman va poursuivre sa vie en Indochine et continuer ses combats pour l'argent jusqu'au jour où il lui demandera de se coucher volontairement. Si on peut louer la volonté de Johnson de chercher un minimum d'originalité dans la contextualisation de son histoire, on peut pas en dire autant du reste du récit, tant tout a déjà été éculé et à de très nombreuses reprises. Le prisonnier qui tente de s'en sortir dans la vie par ses capacités martiales, pas besoin d'aller bien loin dans la filmographie de Scott, et c'est pas Boyka qui nous dira le contraire. Les geôliers qui ne tiennent pas leurs promesses, qui s'en prennent aux proches, tout ça est déjà tellement vu et revu, et c'est pas le changement de genre à mi-parcours vers le film de vengeance violent mais classique qui changerait la donne, surtout quand celui-ci est basé sur une romance beaucoup trop expédiée pour arracher la moindre empathie au spectateur. C'est d'ailleurs l'un des grands défauts du film, d'expédier ses enjeux de manière ultra expéditive, tout en voulant surexpliciter ces situations par l'utilisation d'une voix off trop présente et même quelque peu ridicule. Soit l'un aussi des procédés les plus feignants quand même de l'histoire du cinéma. C'est ainsi que je finis. Tué de 3 balles tirées de mon propre 45. Plus rien n'eut d'importance. Ni ma vie, ni mon bar. Plus rien. Je démissionnais. Ce fut une toute autre histoire pour Martin et Isabelle.
Le problème avec un fusil à canoncier, c'est qu'il détruit tout à bout portant. Mais sur une longue distance, pas vraiment. La puissance du tir arrêta Martin, l'assomma complètement, mais ne toucha rien de vital. De même pour Isabelle. Le 45, qui mit fin à mes jours, la traversa de part en part. C'était une jeune fille en pleine santé, et bon, on dit que l'humain est l'animal le plus dur à tuer. Donc si je comprends bien que l'intérêt de ce genre de production, c'est pas son histoire, clairement. Après tout, ne sommes-nous pas là pour la bagarre? On pourrait quand même attendre un peu plus de développement dans ces personnages et autre chose que la sempiternelle quête de rédemption se transformant en vengeance froide. Mais bon, au moins, le grand méchant du film c'est un nazi, donc je vais au moins lui accorder un point sur les 5 possibles pour le scénario, et je vous propose de passer à la réalisation. Depuis que nous l'avions laissé en 2005 sur son infâme Pit Fighter, Jesse V. Johnson aura commis 7 réalisations, croisant en chemin Don the Dragon Wilson, Mark Dacascos, Tom Berenger, Eric Roberts, Robert Davi ou encore Dolph Lundgren et Steve Austin, soit tout le gratin des bacs à soldes et des deuxièmes parties de soirée sur la TNT. Il croise d'ailleurs les 2 derniers cités dans sa dernière réalisation, Killer's Game en 2012. Un gap de 5 ans donc entre les 2 sorties, durant lesquelles Jesse retourne à ses premières amours en assurant les cascades sur d'autres productions comme The Amazing Spider-Man, Lincoln, Paranormal Activity 5 ou encore l'excellent Comancheria. Il revient ici à la production à petit budget, reconnaissant lui-même les limites de ce dernier compte tenu de ses ambitions initiales, mais y allant tout de même à fond malgré les conditions difficiles de tournage liées donc au climat vietnamien, les hautes intempéries, la boue, le froid nocturne, qui empêchent parfois de faire plusieurs prises à la suite pour ne pas épuiser ni rendre malade ses acteurs, alors que le film n'a que 2 semaines pour se faire. Les journées sont donc longues et difficiles pour tout le monde, et le peu de décors à disposition ne permet pas vraiment de mettre de l'ampleur dans sa mise en scène. On va pas se mentir, cela se voit à l'écran. Le village d'époque ressemblant plus à un parc de mobil-home qu'à autre chose, les faux raccords et les problèmes de lumière s'enchaînant plus vite que les coups spéciaux de Scott Adkins, et le montage ne parvient même pas à atténuer le défaut. Pire que ça, à chaque fois qu'un plan semble intéressant, la scène est coupée ou l'angle est changé, souvent avec de beaux faux raccords à la clé justement. Les transitions d'une scène à l'autre sont toujours les mêmes, et elles ne sont pas sans rappeler les pires présentations PowerPoint de la Sogerep. La musique de Sean Murray est particulièrement désagréable, il faut dire que le bonhomme est surtout spécialisé dans les téléfilms à destination de l'archaïque vision de la ménagère de moins de 50 ans. Reste heureusement une belle générosité dans la baston, chorégraphiée sans passion par Luc Lafontaine, qu'on n'avait pas encore croisé mais qui jusque-là s'était fait la main dans ce rôle sur The Last Sentinel et Alien Agent du même réalisateur, ou encore sur Ninja Cheerleader, qui malgré son titre accrocheur a l'air d'être un sacré navet. Il faut aussi dire qu'il a dû quitter le tournage pendant 3 jours pour rejoindre John Woo au Japon, probablement sur Manhunt, laissant l'acteur Marco Zaror assurer l'intérim de la chorégraphie des combats. Des scènes de combat qui sont donc nombreuses, mais à l'image du film, alors plutôt mal cadrées et surtout mal découpées. Jesse V. Johnson, il est resté très lucide sur le résultat du film, le qualifiant de film de passionné mais sans moyens, et c'est tout à son honneur de le reconnaître tant le résultat est effectivement très très limité. Mais bon, ça reste quand même toutefois 2 fois mieux que Pit Fighter. Je vais donc lui attribuer une note réalisation double, à savoir 1 sur 5. On va s'intéresser à présent au casting du film en commençant par le personnage féminin principal, et une fois n'est pas coutume, quasiment le seul du film, incarné par Juju Chan, une comédienne, mannequin, chanteuse, écrivaine et artiste martiale américaine née à Hong Kong, aperçue dans Tigre et Dragon 2 ou encore le célèbre Jiu-Jitsu avec Nicolas Cage et Tony Jaa. Malheureusement, son rôle est complètement fonctionnel et elle n'a que peu d'espace pour s'exprimer sur quoi que ce soit, mais ça, on commence à en avoir l'habitude. Comme je ne peux pas vous dire vraiment quelle est la fonction de chaque personnage et comme on dirait que le film s'en fout, je vais essayer de vous les présenter avec les caractéristiques que le film nous donne. Nous avons donc le méchant local, celui qui permet aux étrangers de faire leurs affaires de méchants au Vietnam, qui s'appelle Boone et qui est interprété par Kung Le, un ancien combattant de MMA considéré comme l'un des meilleurs kickers du milieu. Il est là pour se castagner, son combat contre Scott se fait un peu attendre, comme un boss d'avant-dernier niveau, ce qui nous laisse un sentiment de trop peu, et je ne lui ferai même pas l'affront de juger son jeu d'acteur. Le méchant nazi Steiner, qui semble contrôler les opérations assis derrière un bureau en fumant des gros cigares, est campé par l'acteur tchèque Vladimir Kulic, que l'on peut surtout retenir pour avoir incarné Bullwif dans Le 13e guerrier de John McTiernan, et après avoir commencé sa carrière en incarnant quand même 2 personnages différents dans 3 épisodes de la série MacGyver. Il débite ici des phrases de méchants en prenant des postures de méchants et en fumant des cigares de méchants. Ma chère Isabelle, je suis désolé de ne pas être plus présent. J'aimais vraiment et profondément ta maman.
Et je suis sûr que ce que tu souhaites que je te dise, c'est... Eh bien que... Je t'aime également. Mais... malheureusement, je ne t'aime pas. Parce qu'au fond, tu n'es rien de plus que la fille d'une putain. Et tu ne mérites pas cet honneur, malgré ce que tu penses. J'étais aveuglé par mon désir et par mon inexpérience. Je ne pourrai jamais aimer la fille de celle qui a fait de moi un cocu. Tu n'es rien de plus qu'une vermine sans visage qui habite dans cette décharge purulente. Cordialement, Hans Steiner. Pour le reste, j'en ai parlé tout à l'heure, son homme de main hispanique et costaud, le bien nommé Rastignac, est joué par le géant Marco Zaror, grand protagoniste d'Undisputed 3, qui a droit cette fois à un vrai rôle parlant, dont la fonction est essentiellement de proposer un adversaire suffisamment costaud pour préparer une scène de combat finale qui fonctionne, mais qui, je dois vous l'avouer, ne m'a laissé aucun souvenir à l'heure où je vous parle. À noter aussi le rôle de barman / voix off du film, qui revient au prolifique Keith David, un acteur qui démarre sa carrière sous la caméra de Carpenter et Oliver Stone avec The Thing, Invasion Los Angeles et Platoon, avant d'avoir un CV qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Eric Robert. Franchement, j'ai peu de choses à dire sur le jeu d'acteur. Tout le monde fait ce qu'il peut avec les directions et le temps qu'il a, un peu donc à l'image du reste du film. De toute façon, tout l'espace est surtout donné à des combattants, donc difficile de se démarquer en tant qu'acteur. Je vais malgré tout faire un effort et lui accorder une note acting de 2/5. Pour ce qui est de la note Atkins, Scott ici il interprète Martin Tillman, un Irlandais qui n'est plus le bienvenu dans son propre pays. Il commence encore une fois comme un prisonnier obligé de se battre parce que c'est son seul talent et qui cherche à s'en sortir et à se créer une vie grâce à ses points, mais va se muer ensuite en vengeur sanguinaire, à mi-chemin entre le héros et le anti-héros, soit un archétype qui plaît beaucoup à l'acteur. Il a d'ailleurs bien conscience d'avoir atteint un niveau de notoriété où on lui demande de donner aux fans ce qu'ils attendent et on sent que lui-même cherche moins à pousser son jeu et explorer de nouvelles choses. À sa décharge, d'ailleurs, difficile d'exprimer quoi que ce soit sur une production aussi courte et fauchée, d'autant qu'à la base le rôle ne lui était pas destiné il ne devait même pas d'ailleurs revenir à un artiste martial. Bon, vu la liste que je vous ai donnée tout à l'heure des acteurs qui ont travaillé avec Johnson, on imagine sans mal une ancienne gloire en perte de vitesse en tête d'affiche qui aurait rendu le film encore plus poussif. Quoi qu'il en soit, Scott s'investit avec toujours autant de sérieux, il insiste pour travailler son accent irlandais histoire d'ajouter un nouvel accent à son tableau de chasse. Comme à son habitude, il s'implique du mieux qu'il peut dans la constitution et la construction de son personnage. Il héritera à nouveau d'un rôle de producteur d'ailleurs sur le film, grâce auquel on peut imaginer qu'il aura pour une fois bénéficié d'un minimum de retour sur investissement. Jesse V. Johnson louera d'ailleurs son investissement et sa rigueur, et après lui avoir accordé un rôle de quasi-figuration dans son Pit Fighter, se rendra enfin compte qu'il tient là un véritable partenaire de jeu pour les années à venir. Pour le point capillaire, on va noter que si la coupe de cheveux reste sage et habituelle, il arbore à un certain moment du film une belle fausse barbe à peine voyante qui n'aide pas beaucoup à accorder du sérieux à des dialogues déjà bien indigents. Indochinoise, Martin. C'est la plus grosse somme que tu aies jamais raflée. Cependant, plus personne ne parie contre toi, alors... les probabilités ne valent plus rien. Donc... Vous voulez que je perde le combat? C'était facile. Je vous avais dit que ce ne serait pas un problème. Si vous me donnez une grosse part du gâteau, je vous offre un putain de spectacle. D'accord, mais que ça ait l'air vrai. Tu as compris ce qui était dans ton intérêt, Martin, c'est bien. Perds bien, Martin Tillman, parce que ta vie en dépend. On se félicitera de revoir Scott être moteur d'un film qui malheureusement se contente de lui demander de donner aux spectateurs ce qu'ils peuvent espérer en attendre, mais en le faisant moins bien que dans beaucoup d'autres productions. Un film mineur donc, mais qui aura au moins le mérite d'ouvrir de nouvelles portes pour l'avenir. Une sorte de passage obligé pas réussi, mais pas non plus totalement désagréable, auquel j'accorderai une note Atkins de 3/5. Et donc, avec son total de 7/20, le film rejoint le peloton post-20e place, accompagné de Espion amateur, La vengeance dans la peau et L'empreinte de la vengeance. Savage Dog étant de loin le film où on peut le mieux profiter de Scott, je vais le placer au-dessus de la mêlée, à la 21e place du classement, dans ce qu'on peut maintenant appeler un bon ventre mou. C'est donc sur cette note pas ouf que s'achève la deuxième partie de notre épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires un peu partout, et puis on se retrouve très prochainement pour la troisième et dernière partie de notre épisode, avec un nouveau film, cette fois-ci on parlera de American Assassin. À bientôt.